Voilà, nous sommes encore une fois de retour pour notre fil rouge. J'espère que ça n'a pas fait trop de nœuds pour vous, mais que ça permet de glisser d'une problématique à une autre. Aujourd'hui, c'est surtout autour des questions des responsabilités, des rôles, des décideurs. Et la question, c'est peut-être moins est-ce qu'il y a du pouvoir ou il n'y en a pas, mais surtout la question comment. Comment le pouvoir? Et ça, c'est une question qu'on trouve tout au long des deux parties de la Bible de manière assez intéressante. La première petite remarque que j'aimerais faire, c'est celle où on voit Jésus à plusieurs reprises être interpellé par cette question comment exercer le pouvoir. Et vous vous rappelez certainement des récits bibliques où il parle de manière très symbolique. Il prend un enfant et il le place au milieu des adultes. À l'époque, l'enfant ne présente absolument pas ce visage d'innocence ou de la pureté ou un peu romantique, la nouvelle génération, que pour nous, un enfant, ça vaut rien. À l'époque, un enfant, c'est juste bon à être instruit par les mères ou peut-être par les rabbins plus tard. Mais en tous les cas, un enfant, c'est vraiment une non-personne. Et Jésus dit, cette non-personne, si vous êtes capable de la prendre au sérieux, parce qu'en fait, aux yeux de Dieu, c'est déjà une personne, à ce moment-là, vous êtes en train d'exercer le pouvoir d'une manière intelligente, intelligible, parce que vous ne vous prenez pas vous-même comme modèle des savoirs et des pouvoirs et des manières de faire, mais vous le mettez en situation non égalitaire en dialogue. Donc non égalitaire au sens vous n'avez pas le même statut. Donc ça, c'est très intéressant comme une manière de faire pour expliquer sur le comment du pouvoir. Deuxième manière, ce sont les évangélistes eux-mêmes. Nous sommes à proximité de Noël et on peut s'étonner qu'aussi bien autour du récit de Noël que autour du récit de la résurrection, les évangélistes donnent la parole à des personnes à qui on ne donne aucun crédit dans la société de l'époque. Je vais parler, Luc donne, dans l'évangile de Luc, ce sont les bergers à qui s'adressent les anges pour qu'ils puissent devenir les porteurs d'une bonne nouvelle qui vient de Dieu. Mais un berger à l'époque de Jésus, c'est une personne qui n'a aucun droit juridique devant les tribunaux. C'est quelqu'un qui ne compte pas. C'est un marginal, un outcast, si on veut. Matthieu, dans son évangile, il donne la parole aux étrangers. C'était pas beaucoup mieux à l'époque que pour nous aujourd'hui. Ce sont des gens de loin, c'est des gens qui savent rien, c'est des gens qui sont pas comme nous et qui sont pas de chez nous. Comment on peut les croire? Et ensuite, autour des récits de la résurrection, c'est un autre groupe encore de personnes à qui on ne donne aucun crédit, c'est les femmes. Donc le ressuscité se montre d'abord, et les anges s'adressent d'abord à des femmes qui, elles, doivent devenir apôtres des apôtres. Voilà trois manières de nous dire, si vous êtes capable d'entendre que Dieu parle en lien avec ces personnes à qui vous ne faites pas tellement attention et que vous entendez à travers ces personnes que Dieu nous dit quelque chose à notre manière de faire société, d'être avec les responsabilités dans les différents domaines de la société, à ce moment-là, vous êtes capable d'entendre aussi la bonne nouvelle de Dieu. Donc c'est une manière de dire le pouvoir, oui, mais pas n'importe comment. C'est d'abord dans l'écoute de celles et ceux qui ont la voix très faible, sociologiquement parlant, socialement parlant, culturellement parlant. Être à l'écoute de cette parole-là vous rend apte à entendre comment Dieu aimerait que le pouvoir soit dit parmi nous.
Voilà. Après, on pourrait parler aussi de César, à qui il faut donner ce qui lui appartient, et le reste à Dieu. Merci Agnès. Alors moi, je souhaiterais rebondir avec ce qu'on a entendu ce matin et puis cette question qui anime toute la journée, la question plus des responsabilités des acteurs, voilà, les acteurs économiques qu'on va entendre après, les acteurs politiques, le rôle des religions, tout ça pour aider chacun et chacune à faire société, pour reconstruire la société. Voilà, ce qui m'est revenu, c'est qu'il y a quand même des principes de la doctrine sociale de l'Église qui ont été beaucoup évoqués. Alors, je voudrais en souligner 3 avec des petits aspects particuliers, et surtout en se souvenant bien que quand on parle de principes de la doctrine sociale, c'est toujours des principes qui, à la fois, nous sont inspirés par notre rencontre du Christ, par notre désir de suivre le Christ, et puis qui, d'une certaine manière, peuvent très bien nous aider à le rencontrer davantage, à le suivre davantage. Ce n'est pas simplement des principes, on pourrait dire, philosophiques, quoi. Voilà, c'est des principes aussi théologiques. Alors, j'ai pensé beaucoup avec ce qu'on a entendu ce matin, est revenu beaucoup la question de l'archipel, de la fracture, ce qui avait occupé les semaines sociales l'année dernière. Et évidemment, alors, dans l'image de l'archipel de Jérôme Fourquet, il y a l'idée que ce sont des îles, mais il y a quand même quelque chose de commun en dessous, quoi, et que peut-être on peut aller rechercher. Alors, peut-être que ce commun en dessous, ce qui est solide, quoi, finalement, ça pourrait être la solidarité. Et la solidarité, en se rappelant avec les mots de Sollicitudo Rei Socialis, que ce n'est pas simplement un vague sentiment de compassion ou d'attendrissement, quelque chose, voilà, ce que dit Sollicitudo Rei Socialis, un sentiment de compassion vague ou d'attendrissement superficiel pour les maux subis partant de personnes proches ou lointaines. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça. Au contraire, c'est la détermination ferme et persévérante de travailler pour le bien commun, c'est-à-dire pour le bien de tous et de chacun, parce que tous, nous sommes vraiment responsables de tous. Tous, nous sommes vraiment responsables de tous. Et c'est ça, peut-être, ce solidum voilà, qu'on doit retrouver. Et le pape François, dans Fratelli Tutti, va parler aussi de la solidarité en insistant que la solidarité se manifeste concrètement dans le service qui peut prendre des formes très différentes, des différentes manières de s'occuper les uns des autres. Servir, c'est en grande partie prendre soin de la fragilité. Voilà. Dans la solidarité, il y a cette attention particulière du côté de la fragilité. Et je crois que ça rejoint beaucoup de choses qu'on a entendues. Et puis toujours avec la solidarité, dans l'enseignement social de l'Église, vient la subsidiarité. Puis peut-être un troisième principe sur lequel je reviendrai un petit peu après, la participation. Mais la subsidiarité, voilà, on a beaucoup entendu, on en a entendu parler, l'importance de permettre à ce que chaque niveau de la société, toujours le niveau le plus bas, le plus local, quoi, puisse agir, soit responsable, quoi, des transformations dont on a besoin dans le monde. Ce qui peut être fait par le niveau le plus bas, doit être fait par le niveau le plus bas. Mais simplement, j'insisterai sur le fait que dans subsidiarité, ça ne veut pas dire que tout se fait forcément au niveau le plus bas. Subsidiarité, ça vient, au niveau étymologique, ça vient de subsidum, la réserve, le recours, l'appui. Subsidiarii, ça renvoyait peut-être dans les armées au temps des Romains, c'est les troupes de réserve. Voilà, il faut se rappeler que ce qui ne peut pas être... Il y a peut-être des choses qui ne se font pas au niveau le plus bas, et à ce moment-là, il y a comme une suppléance qui doit être exercée par le niveau supérieur. Voilà, la subsidiarité, ça n'est pas l'abandon complet de dire chacun fait ce qu'il veut. À certains moments, c'est aussi l'intervention qui est nécessaire pour le bien de tous et pour le respect de la dignité de chacun. Et là encore, on voit bien que dans la subsidiarité, c'est bien la manière de faire de Jésus qui relève, qui réintègre, qui envoie ses disciples en mission devant lui, qui nous envoie en mission. Voilà. Et puis, la subsidiarité, c'est certainement aussi, ça va de pair aussi avec ce mouvement de la participation qui est peut-être plus familier pour nous aujourd'hui, cette nécessité d'inclure tout le monde, que tout le monde puisse contribuer, à la fois au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Et pour conclure, je donnerai simplement un dernier mot. Il a été aussi question ce matin, est-ce qu'on est dans la gestion ou est-ce qu'on est dans l'utopie ? Et le pape François insiste beaucoup, il aime bien parler de rêve. Alors j'attire simplement l'attention, je crois que le rêve dont parle le pape François, il nous dit dans Fratelli Tutti, tous ensemble, voici un très beau secret pour rêver et faire de notre vie une belle aventure. Rêvons, rêvons.
Et donc, voilà, rêver pour le pape François, c'est pas fuir la réalité, c'est simplement porter ce regard différent et sentir qu'on peut changer. Et je dirais, chaque fois que le pape François parle de rêver, nous pouvons penser aussi que c'est une autre manière de dire espérer au sens chrétien, au sens fort du terme, parce que nous avons confiance que Dieu est avec nous et que Dieu voit ce monde qui peut être différent. Et c'est en s'appuyant là-dessus qu'après, on peut le changer. Donc le rêve, pas une fuite de la réalité, mais une inspiration pour pouvoir changer. Et ce que nous faisons aux semaines sociales, sans doute quelque chose à voir avec ça. Nous rêvons ensemble, nous l'avons fait dans les ateliers hier, nous continuons à le faire aujourd'hui, pour avoir cette inspiration pour pouvoir travailler au changement. Rêvons les deux pieds ancrés dans la réalité. Voilà, un immense merci à Grégoire et Agnès pour ce compagnonnage spirituel pendant ces 3 jours de rencontres. Vous retrouverez bien entendu leurs interventions dans les actes qui paraîtront début 2021. Alors nous allons maintenant vers notre dernière table ronde. Nous allons rejoindre sur le plateau notre animateur de cet après-midi, Dominique Seux. Dominique Seux est journaliste, il est éditorialiste aux Échos et à France Inter. Bonjour Dominique. Bonjour Alban. Dominique va nous présenter ces 3 intervenants avec cette spécificité pour ce débat que 2 d'entre eux sont retenus à l'international, l'un aux États-Unis, l'autre en Allemagne, et donc participeront au débat, répondront à vos questions en duplex ou en triplex. Dominique, pendant cette phase de débat, sera accompagné par Marie-Charlotte Fauduet et Philippe Segretin, membres du conseil d'administration des Semaines sociales de France. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver avec Dominique Quignot à l'issue de cette séquence pour les conclusions et un certain nombre d'éléments complémentaires. À tout à l'heure. Bonjour à tous, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette dernière table ronde des Semaines sociales de France, dont le titre est évocateur, « Quelle vie économique demain et quelle vie tout court ?» Alors, c'est une question évidemment qui paraît simple, mais la réponse naturellement est très complexe. Pourquoi ? Parce que au printemps, nous avons beaucoup discuté les uns et les autres, sans doute plus qu'ailleurs, plus en France qu'ailleurs, parce que la France est un pays où l'on discute beaucoup. Parfois, on entend les pays étrangers qui disent « en France, on bavarde beaucoup ». Nous avons discuté du monde d'après. Nous avons discuté d'un monde d'après où l'on consommerait moins, un monde d'après où les rémunérations seraient mieux adaptées et indexées sur l'utilité sociale de chacun, les fameux salariés de première ligne, un monde qui tournerait le dos à la mondialisation, un monde... parce que, eh bien, nous avons tous constaté qu'il aurait fallu que nous fabriquions des masques ici en France. Bref, le cri était unanime, c'était l'occasion de tourner le dos au capitalisme financier, au néolibéralisme. 6 mois après, où en est-on ? Eh bien, on voit quand même que les choses sont compliquées, complexes. Le tableau n'est pas univoque. Beaucoup de Français ont tout simplement l'envie de revenir au monde d'avant. On l'a vu dès hier avec les consommateurs qui se sont précipités dans les commerces. On voit que beaucoup de monde a envie de reprendre l'avion. On est content que la Chine nous livre encore 1 milliard de masques par mois. Et on voit que la Chine est repartie à un train d'enfer sur sa croissance économique et qu'elle signe même l'accord de libre-échange le plus important de ces dernières décennies. La seule chose qui est certaine aujourd'hui sur le monde d'après, c'est le télétravail. Et donc, on a envie de se dire, au fond, eh bien, que s'est-il passé ? Est-ce qu'on va revenir exclusivement à ce que nous avons pratiqué depuis une dizaine d'années, où cette crise est aussi une opportunité pour changer ? Naturellement, nous devons tous nous méfier de vouloir tout changer, faire table rase du passé. Est-ce qu'il y a, entre le tout remettre à plat, entre tout changer et le rien changer, y a-t-il un espace ? Eh bien, heureusement, oui, nous le croyons, il y a un espace.
Et c'est cet espace-là qu'il faut occuper et réfléchir, chacun où il le peut, chacun, vous, et chacun avec les intervenants autour de cette table. C'est l'ambition de cette grosse heure que nous allons passer ensemble. Alors, 3/4 d'heure pour discuter avec les intervenants que je vais présenter maintenant et une demi-heure avec vous. N'hésitez pas à transmettre vos questions. Marie-Charlotte et Philippe les reprendront. Vous verrez, une demi-heure de discussion et de questions, c'est long. Il y aura vraiment du temps pour répondre à chacun d'entre vous. Voici nos intervenants. Avec moi ici en studio, à Malakoff, Elisabeth Ducotet, bonjour. PDG du groupe Tuan, qui est représentante aussi, ex-présidente du mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Tuan fabrique et vend des orthèses qui répare le corps à l'extérieur quand ça va mal. On en connaît tous, on a tous utilisé des produits Tuan. C'est la compression médicale, alors les bas de contention, les ceintures lombaires, les genouillères ligamentaires et bien d'autres produits. Bon, tout le monde connaît ça. Elisabeth Ducotet est la dirigeante, c'est la 5e génération à la tête de l'entreprise depuis le début de cette entreprise qui a été créée, imaginez-vous bien, en 1847, avec, vous me le confiez à l'instant, le premier dirigeant qui est resté à la tête de l'entreprise pendant 77 ans, ce qui est absolument incroyable. Et vous avez vous-même 3 enfants qui sont déjà dans l'entreprise. 2300 salariés, 235 millions de chiffre d'affaires, et vous avez fabriqué vous-même beaucoup de masques pendant cette crise du Covid. Sven Giegold, député allemand, qu'on va voir à l'écran, j'imagine. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Allemagne, vous êtes élu vert au Parlement européen depuis 2009, donc ça fait maintenant 11 ans, et vous étiez un des 200 qui ont créé, il y a quelques années, l'association altermondialiste ATTAC en Allemagne. Vous êtes un spécialiste de la fiscalité. On vous remercie, 1, d'être avec nous, et 2, de vous exprimer en français. Et puis, 3e et dernier intervenant, Bertrand Badré, alors que l'on voit. Bonjour Bertrand, qui est à Washington. Merci de vous être levé si tôt. Alors, j'allais dire, un familier, un ami, un habitué des semaines sociales, ancien directeur général à la Banque mondiale, fondateur et directeur général du fonds Blue Like and Orange. Chacun a reconnu Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange. Donc c'est un fonds d'investissement. Vous venez de sortir un livre, il y a vraiment quelques semaines, Voulons-nous, c'est le titre du livre, Voulons-nous sérieusement changer le monde, avec l'appui du journaliste de la Croix, Vincent de Féligonde. Alors, je vais faire un peu de publicité. Les Échos ont commenté votre livre en saluant, je cite, un livre optimiste et énergique qui exprime des valeurs fortes. Il y a dans les derniers chapitres une force créative, enthousiasmante, parce que l'espère de la finance nous fait croire, espérer que le capitalisme peut se réinventer. Vous allez nous raconter tout ça. Voilà comment nous allons procéder. Je vais poser successivement 3 questions, donc il y aura 3 tours de table. Alors, 3 tours de table, ça veut dire quelques contraintes horaires. Chacun aura 4 minutes. Et alors, pour ceux qui sont à distance et ici dans le studio, au bout de 4 minutes, je lèverai mon téléphone portable et vous saurez qu'il est temps d'aller vers la conclusion, si vous le voulez bien. La première question que je pose, et je vous la pose à Sven d'abord. Vous êtes un acteur politique, économique, mais un acteur politique. En quoi la crise du Covid a-t-elle modifie-t-elle votre regard sur les dysfonctionnements de l'économie aujourd'hui, dysfonctionnements et les bons fonctionnements? Bref, qu'est-ce qui doit changer ou pas? On va directement dans le sujet. Bon, évidemment, on voit très, très clairement dans cette crise de Corona, c'était une vraie crise mondiale, des maladies qui ont parfois posé des questions dans l'histoire aussi. Normalement, ce n'était pas une crise mondialisée très directement, mais nos réponses sont à la fin pas encore et trop mondialisées en ce moment. C'est-à-dire, il n'y a pas vraiment une organisation mondiale qui est capable de gérer des pandémies comme ça. Aussi en Europe, notre capacité d'agir ensemble au début de cette crise était vraiment en panne, il faut le dire. En même temps,
on a vu aussi des réactions, des solidarités fortes aussi dans d'autres pays, mais on a vu aussi d'un point de vue de théorie économique qu'il y a des limites aux efficacités. Par exemple, ce qui a causé beaucoup de débats chez nous en Allemagne, c'était ce manque d'efficacité dans notre système de santé qui a nous aidé beaucoup de gérer quand même dans les premiers 6 mois la crise meilleure en Allemagne que dans d'autres pays européens. C'était très intéressant de voir qu'il y a eu des grands débats. On a trop d'hôpitaux, trop de services de santé locaux dans les municipalités. Et aujourd'hui, on a vu que c'était nécessaire d'avoir ces réserves dans les systèmes de santé publique. Et deuxièmement, évidemment, on a vu aussi la dépendance, par exemple, vers certains produits pharmaceutiques qui nous manquent en Europe. Il faut relocaliser dans le sens européen la production de certains médicaments. Il n'est pas acceptable qu'en ce moment, autour de 300 substances nous manquent plus ou moins régulièrement s'il y a un manque d'offres, par exemple, de Inde et des autres producteurs mondialisés. Et à la fin, à mon avis, on a vu la capacité d'action de l'Union européenne, pas au début, mais maintenant, parce que ce fameux programme de le Next Generation Europe, la nouvelle génération Europe, qui va mobiliser 750 milliards d'euros en solidarité financée par à la fin par la taxation commune. C'est un signe de solidarité qui ont nous manqué pendant la crise de l'euro, et les fonds vont être investis d'abord dans le premier problème mondial, c'est le changement climatique, et c'est pourquoi c'est très important que l'Europe a fonctionné maintenant mieux, de sortir la crise par les investissements plutôt que nouvelle vague d'austérité. D'accord. Moi, ce que je retiens, et confirmez-moi à l'instant si ce que je retiens, c'est que vous dites, au fond, il y a un manque d'institutions internationales dans cette crise, mais l'Europe a fait le job. C'est ça que vous nous dites. Vous êtes plutôt optimiste. Je suis toujours optimiste, je suis chrétien et je m'engage dans l'Église protestante. Et chez Attac, j'étais toujours la côté réalo, hein, il faut dire. Réalo, ça veut dire réaliste. Bon, non, réalo dans les débats publics allemands, c'est pas la même chose que réaliste, mais c'est une autre chose. Mais évidemment, je suis optimiste, mais au début, l'Europe n'a pas bien fonctionné. On a vu la clôture des frontières, par exemple, certains matériaux en France ou en Allemagne n'étaient pas exportés vers l'Italie. C'était vraiment un manque de solidarité européenne, mais après, l'Europe a appris. Ça s'est mis en place et on doit s'en réjouir. On va revenir dans un instant vers vous. Elisabeth Ducotet, maintenant, nous avons entendu le politique, la chef d'entreprise. Comment a-t-elle vécu cette période? Et sur les fonctionnements et dysfonctionnements économiques, quelles leçons vous en tirez aujourd'hui? Alors moi, dans le fond, ce que je vais raconter là, c'est vraiment de la microéconomie, c'est-à-dire de l'économie du terrain, de l'économie d'une entreprise qui est située dans un territoire, à Saint-Étienne, qui est un territoire, je dirais, qui a été un peu délaissé par l'industrie, une entreprise qui est elle-même industrielle et qui est internationalisée, mais majoritairement européenne.
Et donc, c'est vrai que ce qu'on a vécu, c'est d'abord une expérience inédite, parce que du jour au lendemain, je dirais dans une crise comme celle-là, du jour au lendemain, nous perdons la moitié de notre chiffre d'affaires, c'est-à-dire quelque chose qui ne nous est jamais arrivé. La moitié du chiffre d'affaires disparaît pour deux raisons très simples. C'est que d'une part, les pharmacies, qui sont les lieux où nous distribuons nos produits, ces pharmacies-là sont toutes concentrées sur le traitement des Covid et je dirais des demandes de ceux qui viennent de se confiner ou qui vont se confiner. Et deuxièmement, les hôpitaux, de la même façon, se concentrent complètement sur une seule thérapeutique, celle du Covid. Et donc l'orthopédie ne les intéresse absolument plus pendant un certain temps. Donc voilà, une expérience inédite. Et de cette expérience inédite, on peut dire qu'il y a également la génération de quelque chose qui est immédiat, qui est 3 décisions que nous prenons immédiatement et que nous donnons immédiatement à nos 200 cadres, c'est-à-dire l'entreprise ne fermera pas. Nous ferons tout pour ne pas impacter l'emploi, c'est-à-dire que nous allons vraiment essayer de ne pas laisser certains au bord du chemin. Et troisièmement, il faut qu'on sache tout de suite qu'il y aura 3 contributeurs. L'État sera contributeur. Le chômage partiel, etc. Voilà, notre État nous propose tout de suite quelque chose et donc cet État sera contributeur. L'entreprise sera contributrice, c'est-à-dire qu'elle a des fonds propres, et on ne peut pas appeler mieux, je dirais que dans cette occasion-là, ce que sont des fonds propres, c'est-à-dire ce qui nous permet d'avoir un fondement qui va nous permettre de passer la crise. Et puis troisièmement, chacun des salariés, chacun de nous serons contributeurs. Et si ces 3 contributeurs marchent bien ensemble, il y a toute chance qu'on s'en sorte. Donc effectivement, nous partons de cette expérience-là. Et donc, ce que nous vivons, mais en quelques heures, en quelques jours, je pourrais dire, ce que nous vivons, c'est une expérience tout à fait nouvelle. C'est d'une part une collectivité qui se met de façon extrêmement solidaire, immédiatement en route pour, dans l'incertitude la plus totale, faire face. Et ça, c'est exceptionnel, c'est remarquable, et c'est véritablement une expérience qui vaut vraiment la peine d'être saluée. Deuxièmement, nous voyons une entreprise qui s'établit hors les murs, c'est-à-dire cette entreprise qui avait l'habitude de travailler dans des lieux précis et dans lesquels on n'osait pas trop sortir de ces lieux. Je dirais, on fait un petit peu de télétravail, mais très peu, on avait très peur de ce que ça pouvait, etc. Tout d'un coup, elle se met devant le fait accompli, elle va devenir une entreprise hors les murs, et elle fonctionne. Et donc, c'est un accélérateur de tendance, le Covid. Absolument. Est un accélérateur de tendance incroyable. Hein. Absolument, absolument. Et puis troisième expérience, en fait, troisième actif, j'appellerais, que nous constituons immédiatement. Nous mettons absolument en marche immédiatement avec l'AFNOR, la DGE, le ministère de l'économie, pour faire des masques. Et nous faisons ça dans des autorités spécialisées. Des autorités avec lesquelles les rapports sont toujours permanents, mais je dirais quelquefois un peu lents. Là, en 6 semaines, s'établissent une nouvelle norme, des directives des pouvoirs publics, un rapport absolument permanent avec les autorités qui vont contrôler les produits que nous faisons, en particulier ces masques que nous faisons immédiatement. Donc il y a une espèce d'expérience complètement inédite, y compris dans ce rapport aux autorités. Mais alors justement, si on en tire, et je reviens à ma question, les leçons sur les fonctionnements et dysfonctionnements de l'économie. J'ai envie un peu d'être provocateur et de vous dire, bon, on entend souvent les chefs d'entreprise dire l'État c'est une abomination, il est trop présent, etc. Là, vous en avez quand même sacrément besoin. Là, c'est pas une abomination. Alors, est-ce que ça change votre regard sur la façon, le regard que vous aviez avant sur la présence de l'État, les impôts, etc. Eh bien, je crois qu'effectivement, cette espèce d'expérience commune change les choses, et les change immédiatement et fondamentalement. Et je pense qu'on ne reviendra pas totalement à l'avant. Je pense que ce qui a été créé là va forcément, irrémédiablement modifier le rapport aux collaborateurs, le rapport à l'État, le rapport à la distance par rapport à l'entreprise. Je crois qu'il y aura des choses qui auront définitivement disparu. Et pour finir, sur le système économique lui-même, qui est un système depuis les années 90, où la mondialisation, avec ses avantages mais aussi ses inconvénients, a dominé largement. Est-ce que vous dites, les masques, on en a fabriqué, mais en fait on en importe 1 milliard par mois de Chine encore aujourd'hui. Est-ce qu'il faut changer? On reparlera des relocalisations tout à l'heure. Oui. Mais est-ce que ça a changé votre façon de réfléchir à l'économie? Je pense que nous avons fait l'expérience de l'utilité de l'indépendance. Ouais. L'utilité d'avoir des espaces industriels à disposition proches de chez nous et qu'on a pu mobiliser immédiatement, c'est quand même une expérience extraordinaire de se dire cette indépendance-là, elle nous a été utile. D'accord. Alors, Bertrand Badré, je me tourne vers vous parce que donc vous êtes à Washington et vous aviez écrit un certain nombre de textes, d'ouvrages après la crise de 2008 pour dire la crise de 2008 a révélé les failles du système financier. Et la crise de 2008, c'était le système financier.
Là, le Covid, rien à voir a priori avec un dysfonctionnement économique, sauf si on s'interroge sur pourquoi le virus, etc. Mais vous, quelles leçons vous tirez de ce que nous vivons en ce moment, qui est un peu étranger a priori à l'économie, en tout cas sur le point de départ? Oui, bonjour. J'ai l'impression que j'ai le soleil dans la figure. Est-ce que ça... Oui, il y a un petit peu de soleil, effectivement, sur votre visage. Bon, je vais essayer de m'orienter. Voilà. C'est mieux. C'est bien, c'est bien. Voilà. Bonjour à tous. Écoutez, merci de m'inviter. Comme vous l'avez rappelé, j'ai été au bureau des semaines sociales et trésorier pendant une quinzaine d'années. Donc, c'est vraiment un retour aux sources, un retour en famille. Donc, je suis extrêmement heureux, même si c'est à distance et un peu virtuel. Pour revenir à votre question, le Covid, évidemment, ce n'est pas en soi une crise de la mondialisation et du capitalisme. Des pandémies, on a eu sur toutes les latitudes et à tous les siècles, mais ça révèle et ça accélère un certain nombre de tendances, comme l'ont dit Sven et Elisabeth juste avant. La question du rôle de la finance dans tout ça, en fait, elle reste pendante. On a eu cette crise financière assez longue, crise du subprime, puis crise de l'euro. Cette crise, on y a fait face. On n'en est pas mort, ce qui est une bonne nouvelle, mais on a, à mon avis, juste colmaté des brèches. On n'a pas réfléchi, en fait, aux failles profondes du système. On a eu un premier élan en 2015, certains s'en souviennent, les accords de Paris sur le climat en particulier, les accords de New York sur les objectifs du développement durable, c'est le pins que je porte sur ma boutonnière, et moins connu, les accords d'Addis Abeba en Éthiopie sur le financement du développement. Donc en 2015, on s'est donné une feuille de route universelle, très ambitieuse pour faire de notre planète un endroit où on a un modèle de développement qui soit résilient, inclusif et durable. En fait, ce dont on parle aujourd'hui. Le monde d'après, on avait déjà parlé en 2015. Simplement, et c'était ce que je disais à l'époque, on n'avait pas bien réfléchi à ce que ça voulait dire sur le plan de la technique financière, sur le plan des modes de financement. Et finalement, juste avant le Covid, on avait fait assez peu de progrès. On avait un système mis en place en 2015 qui était fondé essentiellement sur la bonne volonté des participants. Donc, on peut avoir des participants très engagés qui, au niveau des entreprises, des organisations, des États qui disent bah, « j'y crois, j'y vais ». Et puis d'autres qui, derrière, se cachent, font ce qu'on appelle du washing, font semblant. Et donc, on a un système qui, un, était fragile et deux, finalement, ne nous apportait pas encore, en 2019, début 2020, ne nous mettait pas sur la trajectoire de ce nouveau modèle qu'on avait souhaité. On n'y était pas. Et donc, on continuait à vivre sur ce modèle néolibéral que vous avez rappelé en introduction, qui pour moi se résume à ce qu'avait dit l'économiste Milton Friedman il y a précisément 50 ans, en septembre 1970, dans le New York Times. L'objet de l'entreprise, c'est de maximiser le profit, point. Toute autre chose serait, dans ces termes, unadulterated socialism, ce qui était extrêmement critique. Un socialisme pur. Et on voit bien aujourd'hui, alors le pape l'a dit, notamment dans Laudato Si, de nouveau dans Fratelli Tutti, mais beaucoup de gens se disent ça ne va pas. Les engagements de 2015, on n'y arrive pas. On a un modèle économique qui continue à tourner comme avant. Certains disent qu'après la crise, ça peut être le même qu'avant, en pire, pour deux raisons. Soit que ça va beaucoup mieux et on repart comme avant, c'est l'espoir que fait naître le vaccin aujourd'hui, soit que ça va continuer à aller mal et qu'à ce moment-là, on va durcir, serrer, et finalement faire de la restructuration traditionnelle. Et donc, on arrive à ce moment où on voit bien que si on ne touche pas au système proprement dit, on n'y arrivera pas. En tout cas, c'est ma conviction. Si on ne transforme pas, si on ne passe pas de l'objet unique de l'entreprise et de maximiser le profit à quelque chose qui soit plutôt l'objet de l'entreprise, de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants, c'est-à-dire vraiment de transformer notre logiciel, de changer notre système d'exploitation. Ça veut dire rentrer dans le moteur avec sa trousse à outils, ça veut dire regarder la manière dont on paye les gens, les obligations de ceux qui gèrent notre argent, les normes comptables, la gouvernance des entreprises, toute une série de choses auxquelles on n'a pas vraiment touché et qui fonctionnent toujours avec cette logique de maximisation du profit définie au sens financier strict et qui, comme je le dis souvent, qui ne punit pas le vice et qui ne récompense pas la vertu. Donc ça n'empêche pas des gens de faire des choses très bien dans ce système, mais ça ne leur donne pas beaucoup d'avantages. D'accord, merci beaucoup. En plus, c'est extraordinaire, 3 minutes 56, Bertrand Badré. Vous êtes parfait. Il faut peut-être corriger avec la régie. Vous avez encore un petit éclair de soleil, non pas dans le regard, ça c'est logique, un éclair, mais sur votre visage. Donc la régie peut peut-être corriger ça. Elisabeth Ducotet, on a évoqué rapidement les réflexions sur les dysfonctionnements économiques.
Maintenant, ce que j'ai envie de savoir, et je vais poser la même question aux deux autres intervenants, c'est vous, dans votre entreprise, Tuan, qu'est-ce que vous faites et allez faire, mais vraiment concrètement, je sais que c'est un mot valise, concrètement, c'est un poncif, mais pratiquement, pour que les choses évoluent, pour que l'après ne soit pas la même chose que l'avant. Quelles sont les priorités opérationnelles que vous vous donnez? Et j'ai même envie de commencer par une question un peu personnelle, si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des textes, des penseurs, des réflexions qui vous inspirent pour ce monde d'après? Et je vous pose la question parce que je vois que vous nous avez amené un livre. Absolument. Alors, moi, je dirais, d'abord, je suis absolument d'accord quand j'entends Bertrand dire on n'est pas mort. On n'est pas mort et c'est déjà une première leçon pour moi. C'est très important. Ça ne nous a pas tués. Et ce qui ne nous tue pas nous renforce, ça c'est bien connu. Et deuxièmement, moi, je me suis laissé inspirer par ce livre d'Orsena qui... Alors, on peut peut-être le montrer. Voilà, qu'on peut montrer à la caméra, qui est donc... est-ce qu'on le voit bien? Je ne sais pas. Alors, passez-le-moi et continuez à parler pendant ce temps-là. Vous allez le montrer de façon plus efficace. Ce livre d'Orsena qui raconte l'entreprise des Indes. Et l'entreprise des Indes, je dirais, c'est exactement ce que nous avons vécu. C'est-à-dire que c'est une entreprise préparée, planifiée, avec de la stratégie, avec des mathématiciens, des cosmographes, des géographes, etc., avec un pouvoir politique qui va aider, et avec un beau jour, un départ. Et ce départ, c'est un bateau qui est petit, qui va se confronter très vite à une tempête, et avec des marins qui ont peur. C'est-à-dire exactement ce qu'on a vécu ces derniers temps, c'est-à-dire une stratégie préalable très bien planifiée et une réalité qui est tout à fait différente de la stratégie préalable, qui est la réalité d'une situation qui est difficile. Et ces marins qui ont peur n'empêchent pas d'aller plus loin. Et ces marins qui vont chercher les Indes, en fait, vont découvrir le nouveau monde. Et c'est exactement ce qui se passe chez nous. Alors, votre nouveau monde à vous, lequel est-il? Notre nouveau monde à nous, c'est d'une part continuer à être fidèle à trois grands caractéristiques qu'on a chez nous, qui s'appellent agilité, frugalité, pérennité. Agilité, c'est indispensable. Comment est-ce qu'on le fait? Immédiatement digitalisation. C'est absolument l'obligation de digitaliser pour aller plus vite et pour faire face à des choses qui vont changer tous les jours, parce que l'incertain sera notre quotidien maintenant, certainement pendant longtemps. Alors j'imagine que tous ceux qui nous regardent sont assez attentifs au deuxième point, la frugalité. Alors la frugalité, ça veut dire... Quand on est chef d'entreprise, ça veut dire quoi la frugalité? C'est-à-dire faire la même chose avec des moyens qui vont être plus limités. Et ça veut dire qu'effectivement, tout ce qui est superflu doit être supprimé. C'est-à-dire la concentration de tous nos moyens sur ce qui est essentiel, c'est-à-dire emploi-investissement. Et investissement, parce que investissement permet d'aller plus loin. Donc c'est cette frugalité de mettre l'essentiel de nos moyens à ce qui est le plus essentiel. Mais alors frugalité, ça veut dire moins d'emplois ou moins de dividendes pour les actionnaires? Ça veut dire, dans une ETI, vous savez, ne nous faisons pas ne nous cachons pas derrière. Le dividende n'est pas du tout le moteur principal d'une entreprise comme la nôtre. Dans des entreprises de taille intermédiaire, je dirais, le premier des emplois, c'est l'investissement. C'est l'emploi et l'investissement. Mais c'est l'investissement au premier chef, c'est-à-dire que tout ce que nous gagnons, nous le réinvestissons pour pouvoir croître. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à avoir des tailles, je dirais, qui ont une certaine visibilité. Donc, c'est sûr que cette frugalité, elle est plus vraie que jamais, surtout dans un moment où on n'a absolument pas les moyens de faire du superflu. Et puis la pérennité, parce que qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce qu'on va survivre ou est-ce qu'on ne va pas survivre? Donc je dirais qu'on se trouve absolument en face de nos trois caractéristiques principales, absolument, je dirais, jour après jour dans cette période de crise. Et donc, nous n'avons pas à refaire une espèce de stratégie qu'on serait incapable de faire aujourd'hui. Nous avons à digitaliser, nous avons à modifier nos modes managériaux qui vont forcément se muter. C'est-à-dire moins de verticalité, plus d'horizontalité. Absolument. Honnêtement, on l'entend depuis des années. Oui, mais là, on est obligé de le faire. Là, ça va être vrai. Là, on est au pied du mur. Vous savez, il y a quelque chose dans la psychanalyse qui s'appelle l'épreuve de la réalité. Nous sommes dans l'épreuve de la réalité psychanalytique en ce moment, avec cette crise qui nous arrive. Et dernier point, on sait qu'il y a des ambitions, et plus que des ambitions, il y a des impératifs climatiques. Les entreprises doivent petit à petit devenir neutres en carbone pour que l'ensemble de l'économie, l'Europe le soit. On se dit que quand il y a une crise du Covid, que vous avez parlé d'une baisse du chiffre d'affaires pendant quelques temps qui était de 50%, on dit, bon, le climat, on verra plus tard, non ? Alors, en fait, je dirais l'attachement et cette solidarité de tous les collaborateurs,
elle se fait aussi au travers d'exigences. Et ces exigences, elles sont en particulier très liées au climat et très liées au respect de la planète. Et dans le fond, nous, quand nous faisons des masques aujourd'hui, nous faisons des masques pour avoir des masques qui vont durer et qui ne seront pas polluants. Et ça a été un des moteurs principaux, par exemple, au moment où nous sommes mis à faire des masques, c'est se dire, nous n'allons pas rentrer dans ce cercle vicieux d'avoir un lieu de plus de pollution de la planète avec des masques qui sont jetés par-ci par-là sur nos fleuves et sur nos parcs publics. Donc il y a cette exigence de pousser de tous les jeunes collaborateurs là-dessus. Bon, et je dois dire que vous êtes arrivé dans le studio en donnant des masques un peu aux uns et aux autres. Ben, attendez, vous êtes la patronne d'une entreprise, et ça n'est pas anormal. Sven Geigiol, je me tourne vers vous. Vous êtes acteur politique, donc membre de commission au Parlement européen. Quelles sont les priorités opérationnelles que vous donnez pour les mois qui viennent, pour que le monde d'après soit différent, ou en tout cas, voilà, quelles sont les initiatives que vous défendez, vous, au Parlement européen? Bon, d'abord, évidemment, il faut résoudre la pandémie. C'est l'impératif pour tous. Et évidemment, la question centrale, c'est l'accès égal aux médicaments et aux vaccins. Ça reste très important, et l'Europe a des questions de solidarité interne, mais aussi vers les pays du sud de notre planète. Mais après, évidemment, comme était dit, cette crise n'est pas une crise financière, n'était pas causée par le monde financier, mais la crise peut bien tourner vers une crise financière, parce qu'il y a des risques majeurs, notamment dans le système bancaire. Il faut tout faire pour éviter notre crise bancaire. Ça devient assez technique peut-être maintenant, mais évidemment, le taux extrêmement bas de Banque centrale européenne cause des risques supplémentaires, et il faut les bien gérer. Mais je vous pose une question, pardon, extrêmement concrète. On sait, en France, il y a un débat sur que va-t-on faire des dettes, de l'endettement qui s'est créé considérable dans tous les pays européens. En France, il y a un débat qui monte pour dire, enfin un débat, des idées qui montent pour dire ces dettes, on les fasse. Vous êtes au Parlement européen, vous êtes vert, mais vous êtes aussi allemand. Je ne sais pas si vous êtes d'abord vert ou d'abord allemand. Mais est-ce que vous dites, bon, ces dettes, on les met dans un placard de la BCE, on les efface et c'est pas grave? Bon, d'abord, je dois dire que peut-être d'être vert en Europe, c'est pas nécessairement dans tous les domaines tout à fait la même chose. C'est pourquoi la contradiction n'est pas être vert ou être allemand, mais je rigole pour mes collègues. Et le message passe quand même. J'ai bien compris. Mais je dois dire, ce taux d'endettement public, le problème est assez limité si les taux d'intérêt restaient très bas. Comme les taux d'intérêt restent bas, le taux d'endettement public est tout à fait gérable. Mais pour moi, c'est pourquoi j'ai insisté sur le système bancaire où il y a des risques. Mais évidemment, notre problème principal reste le changement climatique. Et c'est le problème numéro un pour le monde et aussi pour nous en Europe. Et c'est pourquoi ce que je fais et ce qu'on fait en Europe, c'est d'implanter, même dans une période de pandémie, le Green Deal, c'est-à-dire la PAC verte, des investissements massifs, publics et privés, pour sortir de cette crise climatique. Et si l'Europe n'agit pas, le reste du monde ne va pas implanter et réaliser notre traité de Paris. Et le traité de Paris, c'est le seul espoir qu'on a pour limiter le réchauffement de notre planète avec toutes ses conséquences possibles. Et c'est pourquoi il reste pour moi primordial de parler de cette question. Et évidemment, il y a des coûts attachés
et c'est pourquoi il faut discuter des conséquences économiques et sociales de ce coût, mais il faut agir maintenant contre le réchauffement climatique. Deux petites questions pour finir cette petite partie avec vous. La première, c'est, j'ai oublié de vous la poser au début, y a-t-il un texte, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez chrétien, est-ce qu'il y a un texte, des textes qui vous inspirent? Ça, c'est la première question. Et puis une deuxième petite question, alors journalistique, on m'excusera. Est-ce que vous, Verts allemands, vous êtes contre ou pour la 5G? On sait que les Verts français ne sont pas très favorables à la 5G. Bon, d'abord, je dois dire, en comparaison avec le réchauffement climatique, le 5G n'est pas une question d'importance. Je dois dire d'abord. Deuxièmement, pour nous, c'est clair, digitalisation est un processus avec beaucoup des possibilités, mais évidemment, comme pour toutes les nouvelles technologies, il faut des études qui ne sont pas des études financées par les lobbies, mais plutôt financées par des ressources publiques. Et à partir de ces résultats, il faut juger. Et à mon avis, il n'y a pas des preuves, des effets négatifs qui me convainquent. On a compris votre réponse. Y a-t-il un livre ou des textes qui vous inspirent? Oui, évidemment. Je dois dire que je soutiens fortement les idées principales de Michael J. Sandel. Et en français, son livre qui m'a inspiré beaucoup, et c'est ce que l'argent saurait acheter, les limites morales des marchés. Et c'est un livre qui, je trouve, extraordinaire. Très bien, merci Bertrand Badré. J'aimerais maintenant que vous nous racontiez un petit peu ce que vous, pratiquement, avec votre fonds d'investissement, vous faites. Donc ça fait plusieurs années maintenant. C'est un fonds qui est loin d'être négligeable, hein. Vous avez réussi à créer, j'allais dire à partir de rien, non, mais vous avez monté vous-même quelque chose. Vous êtes passé de grandes entreprises, Société Générale, etc., vers eh bien une activité portée par du sens. Racontez-nous un peu ce que vous faites, toujours dans l'idée d'être pratique. Non, alors la crise financière, effectivement, a eu des conséquences très pratiques pour moi, puisque j'ai passé, comme vous l'avez rappelé, pas mal d'années à explorer tous les recoins de la finance, souvent avec des niveaux de responsabilité relativement élevés. Le dernier job en date étant d'être numéro 2 de la Banque mondiale. Et puis, en 2016, ça s'arrête et je réfléchis à la suite. Et la tentation, c'est de faire comme avant. Pas mal de personnes, dont certains que vous connaissez aux semaines sociales, comme Michel Cantu notamment, avec qui j'ai beaucoup discuté à l'époque, Emmanuel Faber et quelques autres, me disent « Écoute Bertrand, c'est bien ce que tu dis, mais pourquoi est-ce que tu ne le mettrais pas en œuvre? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas le grand saut ?» Alors, contrairement à Elisabeth, moi, je n'étais pas d'une famille d'entrepreneurs, plutôt une famille de services publics ou de grandes entreprises. Donc, pour moi, ça a été un vrai choc, de passer du dernier étage de la tour à la cave à Washington, trouver des locaux, recruter des gens, etc. Je ne l'avais pas fait. Et l'idée de Blue Like an Orange, c'était précisément de répondre à cette quête de sens dans la finance, c'est de dire, ben voilà, on a un défi majeur qui sont les engagements qu'on a pris. Sven l'a dit, l'engagement sur le climat, mais au-delà, les engagements du développement durable. Je pense qu'on a un problème de social plus large dans nos sociétés. Comment est-ce qu'on peut mobiliser la finance aujourd'hui pour aller au bon endroit? Aujourd'hui, il y a des milliards, plutôt des milliers de milliards d'euros qui s'investissent à taux négatif dans des obligations allemandes, françaises, néerlandaises. Ça n'a aucun sens. Enfin, je suis ravi pour les contribuables français, néerlandais et allemands, mais ça n'a pas de sens. Alors qu'il y a des besoins gigantesques en Amérique latine, en Afrique ou en Asie qui attendent des investissements. Et donc l'idée, c'est de répondre à ce besoin. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de montrer qu'on peut combiner performance financière, donc d'être rémunéré du risque qu'on prend, tout en ayant un impact positif, social ou environnemental, qu'on peut mesurer dans la durée et dont on peut rendre compte. Et donc ça, c'est très important. Et de montrer que tout ça est possible dans le contexte actuel, c'est-à-dire que même si les règles n'ont pas changé, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles nous permettent de faire un certain nombre de choses. Ce que j'espère, c'est qu'avec ce fonds, on a déjà levé plus de 200 millions de dollars, on a investi plus de la moitié, j'espère qu'on va grossir. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir montrer le chemin. Moi, si j'ai vraiment une ambition dans la vie, c'est que cette approche ne reste pas marginale ou périphérique. C'est-à-dire
qu'un peu comme à la messe, on peut donner à la quête en se donnant bonne conscience, c'est de se dire non, il faut que ça devienne central. Il faut qu'au XXIe siècle, on ne soit plus en finance dans la simple analyse du couple risque-rendement, qui est vraiment le fondement de l'industrie financière aujourd'hui, mais qu'on intègre une troisième dimension qui est le couple, dans ces cas le trio, risque, rendement, impact, ou risque, rendement, développement durable. Et qu'on internalise dans la finance cette contrainte sociale, c'est-à-dire que le profit n'est plus, comme le disait Milton Friedman, une fin en soi. Il ne s'agit pas de maximiser le profit juste pour maximiser le profit, mais que le profit trouve sa légitimité parce qu'il devient lié à une fonction. Mais donc vous avez pris des participations. Vous avez pris des participations dans un certain nombre d'entreprises ou vous êtes intervenu sur le marché de dette. Comment pour que tout le monde visualise? Très concrètement, nous sommes un fonds de dette, donc on apporte des financements de croissance à des entrepreneurs en Amérique latine pour commencer. On a fait ça avec des entreprises. Je vais vous donner une histoire très concrète. On a investi avec une entreprise en Colombie qui s'appelle Movi et qui est une fintech, c'est une entreprise qui utilise la technologie pour développer des services financiers et qui apporte en fait la banque sur téléphone aux plus pauvres de la Colombie et notamment aussi aux 1,5 million de réfugiés vénézuéliens dans ce pays. Donc on a signé cette transaction le 4 mars, juste avant le confinement. Et on a eu avec cette entreprise un parcours extraordinaire, puisque quelques semaines plus tard, le gouvernement colombien, comme on a vu en France, a pris un certain nombre de mesures. 50% de la population en Colombie, comme dans beaucoup de pays, n'est pas bancarisée, n'a pas de compte en banque. Donc comment est-ce qu'on donne de l'argent? Eh bien, il y avait Movi, et le gouvernement a dit, ben voilà, on va transférer l'argent par Movi. Il est inutile de vous dire que c'était un coup de pub extraordinaire pour l'entreprise dans laquelle on avait investi. Mais voilà, ça, c'est des choses très, très concrètes. On investi dans des projets de santé, on regarde des projets dans l'agriculture, par exemple, et on gagne notre vie. Ce n'est pas incompatible de, comme disent les anglo-saxons, do good and do well, de bien faire financièrement tout en faisant le bien. Est-ce que vous avez l'impression, dernière question Bertrand, que quand les grands acteurs de la finance mondiale, les plus grandes banques prennent, et les fonds d'investissement, BlackRock et autres, prennent des engagements, notamment à Paris il y a encore quelques jours, en disant nous changeons totalement, nous mettons des critères très différents sur nos investissements, est-ce qu'il faut les croire ou pas? Alors, je crois pas. Est-ce que c'est du pipeau ou c'est une vraie musique? C'est entre les deux. C'est-à-dire que je crois qu'on est au stade où on est dans la socialisation de ces idées. C'est-à-dire que les gens commencent à en parler. Et je dis toujours, OK, on peut être très critique et sceptique sur ces engagements. Et à bien des égards, je le suis très souvent. En même temps, quand vous avez pris ces engagements que vous avez rendus publics, vous devenez comptable vis-à-vis des gens. Vous pouvez après dire, attendez, vous nous avez dit il y a 2 ans que vous faisiez ça et en fait, vous ne le faites pas. Donc, je vous tiens pour responsable de ce que vous avez écrit. La faiblesse de tout ça, c'est un peu la faiblesse des accords de Paris aussi, c'est que tout ça est sur une base volontaire. C'est-à-dire que, première chose, et deuxièmement, qu'on est dans l'intention. On se met en position 2, mais on ne mesure pas les effets, on ne mesure pas les impacts. Donc, on dit, on va essayer de faire les choses bien, on espère que ça va donner du résultat. Je pense qu'il faut qu'on aille à l'étape suivante, qui est, j'espère que ça donne du résultat, et d'ailleurs, je le mesure. Je crois que cette notion d'impact vérifiable va être cruciale au XXIe siècle. Les gens ne vont pas se contenter de bonnes paroles et d'engagement. Et c'est pour ça que dans le titre de mon livre, j'ai vraiment mis entre parenthèses sérieusement. Tout le monde dit on va changer le monde, on va prendre un certain nombre de choses. Si on est sérieux, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on le mesure? Comment est-ce qu'on... Très bien. Merci Bertrand. Dernière question que je pose à tous les trois. Alors je vous demanderai de répondre plutôt en 2 minutes à chaque fois pour que nous ayons du temps vraiment pour prendre les questions dont j'imagine qu'elles sont très nombreuses. Et je commence par vous, Sven Giegold. Est-ce que quel est votre degré d'optimisme ou de pessimisme sur la façon, est-ce que les choses vont changer? Est-ce qu'on va avoir une économie qui se préoccupe davantage du long terme que du court terme? Est-ce qu'on va avoir une économie dont les acteurs privés intègrent une partie de l'intérêt général, même si cette partie est petite? Est-ce qu'on va avoir une économie où, j'ai évoqué ça au début, l'utilité sociale de chacun détermine les rémunérations? Bref, quel est votre degré d'espérance, et je choisis le terme à dessein, sur des évolutions positives? Bon, d'abord, je suis fortement convaincu qu'on n'a pas le temps pour le pessimisme. Il nous reste 10 ans pour changer monde et notre méthode de produire et consommer. Et c'est-à-dire, c'est non plus l'heure de grands tournants philosophiques. C'est-à-dire,
si on veut limiter le réchauffement climatique, il faut les faire dans les systèmes économiques, ce qu'on a. Et c'est l'économie de marché plus ou moins sociale en Europe. Et c'est pourquoi il reste primordial d'aider les acteurs économiques, les entreprises, les consommateurs, mais aussi les investisseurs, de investir dans notre avenir. Et pour cela, il faut prendre des décisions collectives, c'est-à-dire toutes les décisions des investisseurs privés ou des entrepreneurs avec lesquels je discute ici peut aider. Mais pour vraiment changer des choses, il faut un changement de notre système des prix et des règles pour les acteurs économiques. Et voilà, et pour cela, il faut des règles contraignantes, des régulations pour que les investissements écologiques, sociaux deviennent plus profitables que les investissements qui portent la destruction de notre planète. D'accord. Et je retiens qu'on n'a pas le temps d'être pessimiste parce que nous avons seulement 10 ans. Bertrand Badré, je vous pose la même question. Quel est votre degré d'optimisme? Mais je la cible sur un curseur. Le curseur, c'est celui de la rémunération des dirigeants. On sait bien, aux yeux de l'opinion, en tout cas occidentale et notamment française, les écarts de revenus, de rémunération sont devenus une clé de lecture de ce qui ne va pas, à tort ou à raison, on peut en discuter à l'infini. Mais est-ce que vous croyez qu'il y a des prises de conscience et des choses qui peuvent évoluer, qui changeraient peut-être le regard qu'une partie de l'opinion publique a sur la façon dont fonctionne l'économie ? Alors, je ne m'apprêtais pas à répondre sur ce point, mais je vais répondre. Je pense qu'on a un sujet plus généralement, la rémunération des dirigeants, qui est devenu un symbole. On a chaque année le rapport d'Oxfam qui compare la richesse de quelques individus à la richesse des 50% les plus pauvres de la planète. Oui. Il y a 10 ou 20 ans, il fallait plusieurs centaines de personnes. Aujourd'hui, on est à quelques dizaines. Le jour où Jeff Bezos tout seul pèsera autant que la moitié de la planète, je pense qu'on aura un problème. On pourra justifier ça par l'innovation d'Amazon, etc. Mais il y a quelque chose, il y a un mot que j'avais appris dans mes études, qu'on n'emploie plus beaucoup, que j'aime bien, c'est le caractère commensurable des choses. Je pense qu'il y a des inégalités, il faut qu'elles restent commensurables. Est-ce qu'on s'en est éloigné? Alors je pense que c'est moins vrai en France que ce que je vois aux États-Unis, qu'on a un vrai sujet et que ce sujet, il a fait partie de la campagne électorale américaine, il est sur la table. Au-delà, est-ce que je suis optimiste? Je me souviens d'une conférence que j'avais faite en 2008 devant une grande firme de consultants qui m'interrogeait exactement sur les rémunérations dans la finance. Et j'avais dit la même chose. Je dis, on a un problème de rémunération dans la finance et si on n'est pas capable de le traiter tout seul, le législateur va s'en occuper. Les gens avaient ri, on m'a dit, mais n'importe quoi. N'empêche que la profession financière est une des seules qui soit réglée par une directive européenne. Donc voilà, il y a un moment donné, si on n'arrive pas à trouver des mécanismes autorégulateurs, le législateur s'en mêle. Plus généralement, est-ce que je suis optimiste? Oui, quand j'entends ce que rappelait Sven sur ce que l'Europe a finalement été capable de faire. Oui, quand je vois ce qu'on a fait sur les vaccins. Enfin, c'est extraordinaire. On a quand même, malgré toute la dislocation internationale, trouvé plusieurs solutions vaccins. Oui, quand je vois l'argent qui est disponible, les technologies disponibles, je pense qu'on a toutes les pièces du puzzle pour reconstruire ce monde d'après dont on parlait tout à l'heure. Mais en même temps, il nous manque quand même quelques pièces, dont une forme de leadership international. Malheureusement, il n'y a pas de maître du monde qui va nous dire ben voilà, on va changer le système, comme on a changé il y a 50 ans. Ça, c'est plus possible dans l'ordre international aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que la question se pose à notre niveau. Et ça, c'est aussi une des grandes leçons de discussions que j'avais eues aux semaines sociales, d'ailleurs, avec Michel Cansu et d'autres. On a tous une responsabilité. En tant que consommateur, en tant qu'investisseur, en tant que salarié, en tant que chef d'entreprise, en tant que fonctionnaire, en tant que citoyen. Si on ne commence pas les choses à notre niveau, personne ne va le faire à notre place. Et donc, si on n'est pas nous-mêmes cohérents, et c'est dur, hein, je vois tous les jours, je me prends des remarques acerbes de mes enfants sur le thème « tu fais du développement durable, mais regarde ce que tu as fait là, ce que tu as fait là ». On est tous amenés à je suis certain qu'on est assez nombreux à avoir, y compris dans tous ceux qui nous regardent aujourd'hui, à avoir ce type de remarques. J'ai pas entendu, pardon. Je crois que nous sommes assez nombreux, effectivement, à avoir la génération suivante qui nous renvoie à ce genre de, ce genre de phrases. Et ils ont raison. Et ils ont raison. Oui.
Merci beaucoup Bertrand. Elisabeth du côté, vous, votre degré, alors un chef d'entreprise par définition est optimiste, parce que sinon l'entreprise s'arrête, on baisse le rideau. Oui. Mais vous, pour les années qui viennent, évidemment, il va falloir remonter la pente maintenant. Oui. Hein, quand on est dans une... vous, il n'y a pas d'argent magique pour les entreprises. C'est la grande différence avec les États. Il n'y a pas d'argent caché sous le tapis. Et donc, quel est votre degré d'optimisme? Alors, moi, d'abord, je m'efforce toujours de ne pas être rassurant, parce que comme je ne vois pas clair, je ne vois pas pourquoi je serais rassurante. Par contre, que j'espère, oui, et que je le partage, oui. Ça j'essaye vraiment de l'être. Et toute cette expérience vécue extrêmement positive de l'entreprise est quand même une brique, mais fondamentale, je dirais, d'espérance pour chacun, pour tous les collaborateurs et pour moi-même. Et il faut bien sûr prendre appui là-dessus et il faut absolument, il faut le célébrer, parce que nous avons été quand même, d'une certaine façon, les soignants de l'économie. Dans les PME, dans les ETI, nous avons été les soignants. Et je crois qu'il faudra oser le célébrer, il faudra oser le dire et il faudra vraiment oser avoir la considération pour tous ceux qui l'ont fait. Parce qu'on aurait pu, on va peut-être terminer l'année à moins 8, 7, etc. On aurait pu être à moins 15 ou à moins 20, ce qui aurait été bien plus dramatique. Donc je dirais, tous ces soignants de l'économie, de notre économie, je crois qu'il faut vraiment les saluer, il faut les considérer. Deuxièmement, moi j'ai une espérance fondamentale sur l'industrie. Parce que je crois fondamentalement qu'un pays qui n'a pas d'industrie est un pays invertébré. C'est un pays qui s'effondre et c'est un pays qui se ramollit. Et j'espère qu'on aura enfin compris qu'il y a un certain nombre de signes de revitalisation par l'industrie. D'abord parce qu'elle est là, l'industrie, et qu'on l'oublie, mais qu'elle est là. Et deuxièmement, qu'on va vraiment pouvoir créer une industrie européenne qui est efficace, qui sera efficace. Et c'est très souvent ce que nous avons, nous, déjà dans les ETI, mais qui est tellement discret qu'on ne le voit pas. Mais ces rapports industriels et cette structure industrielle européenne, moi j'y crois, et je me dis, si au moins ce signe-là arrivait, on n'aurait pas perdu notre temps. Mais alors, petite question concrète. Vous, par exemple, vous avez des établissements et des entreprises, des usines, oui. Enfin, dans pas mal de pays européens. Oui. Je ne sais pas dans le monde entier combien vous avez de... On a 7 lieux industriels. Bon, est-ce que relocalisation, ça a un sens pour vous ou pas? Il y a déjà ne pas délocaliser. Oui. Et deuxièmement, savoir jouer en Europe quelque chose qui nous mette au niveau mondial. Parce que les prix sont mondiaux, donc ne jouons pas les images d'Épinal. Si on n'est pas dans les prix mondiaux, on n'y arrivera pas. Donc arriver à créer en Europe une industrie qui permette à avoir des prix compétitifs, moi j'y crois et je dirais si déjà on se met à faire ça, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps. Voilà, merci. Alors nous allons maintenant prendre les questions. Je crois que la séquence est animée par Marie-Charlotte et Philippe qui vont nous transmettre des questions. Merci. Alors, je ne vous cacherai pas que les questions sont nombreuses, denses. On sent que votre propos, votre sujet, votre problématique attire énormément. Et je ne vous cacherai pas que le mot optimisme que vous avez essayé de décliner ne passe pas dans nos questions. C'est le pessimisme, l'angoisse, l'inquiétude qui dominent. Alors, si on essaye de prendre les questions qui vous permettent de nourrir une vision plus positive, une première qui nous attendait avant même le démarrage de l'atelier et qui est reprise à plusieurs endroits, quid des indicateurs? Vous semble-t-il réaliste, possible, de changer les indicateurs macroéconomiques de manière à ce que nos modes de décision, les modes de décision macroéconomiques, les modes de décision financiers, mais ensuite les modes de décision dans l'entreprise, soient modifiés? Alors, on va poser la question on va peut-être commencer par notre acteur politique. Faut-il changer, Sven Giegel, les indicateurs et des réponses, évidemment, comme il y a beaucoup de questions, ça vient d'être dit, des réponses brèves si c'est possible. Le PIB, le produit intérieur brut, est-il encore un bon indicateur ou faut-il le mettre à plat? Bon, à mon avis, la question principale, c'est de sortir de cette crise par les investissements qui correspondent aussi aux besoins de biens communs. C'est la grande question. Et pour sortir de cette crise par les investissements dits verts et sociaux, il faut changer les règles et les indicateurs. Et à mon avis, il est
toujours facile d'être pessimiste. Mais ce qui est passé dans le monde, et notamment en Europe, après les grandes protestations de la jeunesse, notamment de Fridays for Future, c'était de dire, on va le faire, on va augmenter le prix de CO2. En même temps, on va favoriser les investissements dans les renouvelables. On va changer les règles pour les bâtiments, pour les voitures, même pour les voitures très polluantes produites en Allemagne. Et par cela, par les règles pour les différents secteurs, on peut redynamiser une industrie qui est plus écologique et qui correspond aux besoins internationaux de biens communs. C'est-à-dire, c'est tout une question de cadre pour les investissements. OK. Dominique, Bertrand, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bertrand, oui. Oui, je trouve que cette question, pour moi, elle est absolument fondamentale. Il y a un symbole très intéressant. Les deux systèmes de normes dans lesquels nous vivons aujourd'hui, la comptabilité nationale, donc le PNB auquel vous venez de faire référence, comme la comptabilité privée, sont nés de la crise de 1929. C'est très intéressant. Quand Keynes a parlé en 1929, il parlait de demande agrégée, le PNB n'existait pas. On a mis en place la comptabilité nationale après la crise pour mesurer ce qui était en train de se passer. Et on vit toujours sur ce référentiel. De même, Franklin Roosevelt a créé la SEC, l'autorité de marché américaine, en 1934, qu'il a confiée à Joe Kennedy, le père de toute la tribu Kennedy. La première demande de Joe Kennedy a été de dire qu'il faut qu'on harmonise les principes comptables, qui sont encore assez largement les principes comptables qu'on utilise aujourd'hui. Il me semble que 100 ans plus tard, alors qu'on a eu une crise financière, une crise sanitaire, une crise environnementale et une crise sociale, c'est peut-être le moment de se poser la question de voir si on ne peut pas revoir ces indicateurs. Parce qu'on sait très bien, comme chef d'entreprise, moi aussi, qu'on travaille sur ces indicateurs, sur la manière dont on est mesuré. Et donc, on a eu cette intuition en 2008. Il y a eu la commission Amartya Sen, Joe Stiglitz, qui avait été convoqué par Sarkozy et qui a eu un rapport qui n'a pas eu de suite. Je pense que la question des indicateurs et de la mesure est cruciale. Quelle société veut-on bâtir? Comment on la mesure? Je pense que vous avez tout à fait raison. C'est une question absolument clé, la question des indicateurs. Mais si on peut apporter un élément d'optimisme là-dessus, on a vu quand même, avec cette crise sanitaire, qu'on était capable à la fois de bâtir et de tenir compte d'indicateurs sanitaires qui sont devenus, dans cette période, quasiment aussi importants que les autres indicateurs. Le taux d'occupation des lits d'hôpitaux, dans les hôpitaux, le taux de circulation du virus, le fameux R. Et donc ça s'est installé dans le paysage. Et il n'y a pas de raison que d'autres indicateurs s'installent dans le paysage, que ce soit les externalités climatiques ou, prenons un exemple sur tout ce qui est les indicateurs de pauvreté qui sont, à mon avis, aujourd'hui très très frustres et qui méritent d'être travaillés et de s'installer dans le paysage. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Question suivante, Philippe et Marie-Charlotte. Nos parties. Vas-y, c'est bon. Allô, oui, bonjour. Vas-y. Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Nous souhaitons vous interroger parce que vous avez beaucoup parlé sur les changements. Vous avez parlé de changement de paradigme, vous avez parlé de changement de fonctionnement à l'intérieur des entreprises et nos participants s'interrogent sur la prise de risque que cela représente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous mesurez cette prise de risque et comment est-ce que vous l'arbitrez? Alors, c'est une question peut-être qui s'adresse d'abord à chef d'entreprise. Alors, moi, je dirais, est-ce qu'il y a une prise de risque? Bien sûr. Parce qu'il n'y a pas d'avancée d'entreprise sans risque. Et donc, il y a évidemment une prise de risque. Et d'autre part, je pense que, comme dans le départ de l'entreprise des Indes, il y a des outils qui fonctionnaient et qui ne fonctionnent plus. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'effectivement, on mette en place de façon extrêmement pragmatique d'autres façons de comprendre la réalité, d'autres façons d'engager la motivation, etc. Et par exemple, le projet va être quelque chose d'absolument indispensable. Si on n'a pas un vrai projet d'entreprise fédérateur, ça ne marchera pas. Donc, est-ce qu'on va prendre des risques? Évidemment oui. Mais d'ailleurs, je veux dire, qui avance en entreprise ne peut pas le faire sans risque. Donc oui, une prise de risque, évidemment, mais avec un pragmatisme qui va permettre, je pense, d'arriver à une nouvelle façon, une nouvelle gouvernance. Mais est-ce que, quand vous allez décider des investissements en 2021-2022,
Est-ce que vous allez avoir des nouveaux critères d'évaluation des risques? Par exemple, est-ce que vous allez, j'évoquais, si j'ai prononcé le mot externalité, est-ce que vous allez tenir compte d'autres externalités que votre risque financier, que votre risque industriel, etc. Est-ce que, dans quelle manière, dans quelle mesure, une entreprise comme la vôtre peut se dire, à 95%, je m'intéresse à mon activité, mais il y a je représente 5% de l'intérêt général. Je dois mettre ces critères dans la tête de mon conseil d'administration et en l'occurrence dans la vôtre puisque vous êtes propriétaire de l'entreprise. Alors moi j'ai envie de dire d'abord, il faut que indépendamment ou en plus de justement des éléments de rationalité habituels, etc., il y a un élément qui soit le projet. C'est-à-dire que, et nous sommes en train de nous dire dans nos investissements que nous sommes en train de faire, est-ce qu'il y a un vrai projet qui va attirer, je dirais, l'énergie, cette énergie créatrice incroyable? Est-ce qu'on a ce projet? Est-ce qu'on va faire rêver ou est-ce qu'on ne va pas faire rêver? Et nous choisirons le projet qui fera rêver, ça c'est clair. Et nous en avons parlé en COMEX et nous allons choisir délibérément quelque chose qui aura en plus cette vocation de mobilisation de l'énergie, ça c'est sûr. Après ça, je pense qu'on aura aussi d'autres éléments d'évaluation qui seront des éléments justement dans lesquels il y aura beaucoup plus, enfin ce que Tirole appelle l'économie comportementale, c'est-à-dire cette mobilisation Jean des gens. Tirole, le prix Nobel d'économie. Exactement. Et où enfin on a la rencontre des sciences sociales et de l'économie, et qui est vraiment le moment qui se passe en ce moment. Bertrand Badré, je complète la question. Est-ce qu'on peut considérer que il y a une efficience des marchés pour évaluer les risques? Je précise ma question de manière très pratique. Aujourd'hui, on voit qu'à Wall Street, par exemple, les fabricants d'éoliennes ou d'énergie renouvelable d'une manière générale ont une capitalisation supérieure à ce qu'on appelle les majors du pétrole. Et c'est quelque chose de complètement nouveau. Ça veut dire que les marchés financiers, malgré tous leurs défauts, sont capables de se projeter dans l'avenir et de dire nous savons où il faut aller. Est-ce qu'on peut compter sur l'efficience des marchés pour aller dans le bon sens? En partie seulement. Il faut être prudent là-dessus. J'entends autre chose par-dessus ma voix, pardon. Allez-y, parlez, je pense qu'on vous entendra bien. Ah, pardon. Non, je disais, les marchés sont en train de bouger. Alors, en partie de manière positive, en disant oui, effectivement, il y a du potentiel dans les énergies renouvelables, et en partie du fait du risque. C'est-à-dire que, pour reprendre la question sur le risque, il y a deux risques. Il y a le risque de l'action, dont vient de parler avec beaucoup de flammes Elisabeth, et le risque de l'inaction. Et il faut comprendre que le risque de l'action est moindre que le risque de l'inaction. Et donc, les marchés, c'est vrai que pour l'instant, dans le système tel qu'on le conçoit aujourd'hui, intègrent la dimension climatique essentiellement comme un risque, plus que comme une opportunité. Ce que vous venez de dire sur la valorisation de certaines entreprises montre qu'on est en train de glisser. Il ne faut pas se raconter d'histoire. On est dans une période un peu exceptionnelle. Je voyais Sven qui aussi oscillait de la tête. Je pense que tant qu'on n'aura pas fondamentalement intégré dans nos modèles financiers ce que vous avez rappelé, les externalités, le prix du carbone aujourd'hui, le prix de la nature demain, le prix du bien-être en société après-demain, les marchés obéiront aux règles. Moi, je suis membre d'un certain nombre de boards. Quand on prend des décisions importantes, il y a toujours un avocat, notamment aux États-Unis, qui vous dit « Je vous rappelle que vous prenez une décision pour maximiser le gain de l'actionnaire. » Point barre. Donc, l'idée d'avoir un intérêt général, etc., c'est mes convictions, mais ça n'est pas intégré dans les règles. Donc voilà, il faut parier sur les marchés, mais je pense qu'il faut les guider un peu. D'accord, oui, on est bien d'accord là-dessus. Autre question, s'il vous plaît. Oui, bien sûr, beaucoup de questions portent le mot Europe en tête. Alors la première, je l'adresserai bien à Sven. Est-ce qu'il peut nous dire si la manière dont nous, en France, nous posons les problèmes, notre débat, les thèmes que nous traitons, est-ce que ça lui semble proche de ce qu'il entendrait s'il était dans une organisation comparable dans d'autres pays? Est-ce que nous avons une problématique typiquement française ou est-ce que les questions que nous traitons tout de suite sont vues de la même manière dans les différents pays européens? La deuxième question, très précise. Comment se fait-il, et là je m'adresse plutôt aux financiers, que les 2,6 milliards d'euros créés par la BCE soient à ce stade si faiblement utilisés? Et puis la troisième question qui là s'adresse
à Madame Ducotet, c'est un certain scepticisme, du moins une question qui semble montrer un certain scepticisme. La réindustrialisation peut-elle en Europe créer de l'emploi? Peut-on à la fois créer de l'emploi en France ou en Europe et rester compétitif tout en créant des emplois, en ne transformant pas nos usines en vastes robots? Voilà un programme fantastique de questions pour cette table ronde. Merci. Alors, donc, première question à Sven. Si les semaines sociales se tenaient actuellement en Allemagne, est-ce que le déroulé de cette table ronde serait le même ou les problématiques totalement différentes? Bon, à mon avis, je suis fortement convaincu que les questions seraient très similaires, mais peut-être il y a des nuances de tonalité. Mais en général, notre situation dans le monde est très similaire en tant qu'Allemand, Français, Italien. Et on voit que le monde change rapidement. Le poids géopolitique de l'Europe est en forte diminution. Et si on veut peser avec nos valeurs dans un monde mondialisé, il faut au minimum le taille d'action du marché commun. Et c'est pourquoi c'est vraiment une chance de construire une vraie démocratie européenne. Et je suis fortement convaincu, la question principale, c'est pas l'Europe, oui ou non, démocratie européenne, oui ou non, mais qui écrit les règles au niveau européen? Est-ce que ce sont des lobbies ou est-ce qu'on est capable de construire une vraie démocratie participative forte avec le limite, ce que l'argent peut faire dans la politique nationale et européenne, la transparence totale vers les grands lobbies, et on est capable, parce que c'est nécessaire pour recevoir les règles qui soutiennent à la fin les investissements soutenables. Et pour recevoir ces règles, il faut une démocratie européenne qui pousse vers le bien commun plutôt que le profit privé sur une base de projets d'investissement qui ne sont pas soutenables. Merci. Pour moi, c'est la question principale. Merci Bertrand. Question, à quoi servent les milliers de milliards d'euros dépensés par la BCE, la Banque Centrale Européenne? Alors, la question est exactement la même vue d'Europe et vue des États-Unis. J'avais calculé que depuis le 15 mars, on pourrait faire le même calcul, j'imagine, pour la BCE, la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, avait émis pour plus de 1 milliard de dollars par heure, tous les jours depuis le 15 mars. Donc, effectivement, c'est des montants qui dépassent notre entendement. Alors, le point essentiel, c'est que dans un cas comme dans l'autre, l'intervention massive des banques centrales a évité l'effondrement du système. Et Elisabeth et moi l'avons rappelé, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas mort. On est encore là pour en parler. Donc, avant de parler des semaines sociales futures, on a déjà les semaines sociales d'aujourd'hui qui ont pu se passer en partie parce que les banques centrales sont intervenues très, très rapidement. Deuxième remarque, il faut se rappeler que ça, c'est possible quand on s'appelle la BCE. Je ne sais pas si la Banque de France ou le franc auraient pu faire la même chose. Donc, il faut aussi se rappeler que l'Europe, de ce point de vue-là, est un progrès. Mais, sauf, pardon Bertrand, que la Banque d'Angleterre fait le même job au fond, et elle se débrouille pour le faire, ou la Banque nationale suisse. Parce qu'elle a une monnaie de réserve. Si vous êtes aujourd'hui le Brésil, la Colombie, l'Algérie, c'est beaucoup plus difficile. Il ne faut pas oublier que cette idée que l'argent peut venir, etc., est très réservée aux pays riches. J'ai un vrai souci, compte tenu de mon métier, de tout ce qui se passe ailleurs, dont on parle malheureusement assez peu, et qui est le grand oublié de cette crise, c'est le reste du monde. On s'est beaucoup regardé le nombril pendant cette crise, à juste titre, mais il ne faut pas oublier que la planète est vaste et qu'on a pas mal de gens qui crient. Donc, pas de mondialisation d'indifférence depuis de ce point de vue-là. Dernière remarque, et ça répond à la question, effectivement, on a mobilisé des milliers de milliards. C'est-à-dire qu'on a rajouté un zéro probablement par rapport à la crise précédente. Et ma conviction, c'est qu'il faut, Sven le rappeler, que cet argent mobilisé regarde plutôt vers le futur que vers le passé. C'est très important que, quitte à mobiliser toutes ces ressources, on en profite pour faire une partie du travail de transition climatique, de formation des gens, tout ce dont on parle depuis une heure,
plutôt que de faire, comme disent les anglo-saxons, du quick and dirty, de faire vite et mal. Je pense que c'est le moment, selon le vieil adage, alors qu'on prête à Churchill et à beaucoup d'autres, il ne faut pas gâcher une bonne crise. Michel Kansun disait la même chose. Quand il n'y a pas de crise, on ne change pas. Quand il y a une crise, on change un peu. Donc essayons de changer un peu beaucoup cette fois-ci. Bien, merci Elisabeth Ducotet. Donc il y avait une question sur la réindustrialisation. Oui. Alors c'est vrai que les pays européens sont dans des situations assez différentes. L'Allemagne n'a pas cette inquiétude-là, hein. Elle ne s'est pas désindustrialisée. La France est le pays qui s'est le plus désindustrialisé depuis, en gros, l'année 2000. Absolument. Et donc, il y a ce prérequis, je dirais, qu'il soit qu'au moins nos fiscalités, et la fiscalité qui touche en particulier l'industrie, soit la même dans toute l'Europe. Ça, on n'y est pas, et il faut le faire. Parce que tant qu'on n'y sera pas, on sera encore à jouer sur un même terrain de foot avec des règles différentes, ce qui ne peut pas marcher. Donc ça, il y a certainement ça qu'il faut faire. Et j'espère qu'on est en train de le faire, mais ça ne va pas assez vite. Et la France, effectivement, sur la France pèsent des poids très lourds de la fiscalité, en particulier la fiscalité de production. Après ça, est-ce qu'on va supprimer les emplois ? Oui, il y a des emplois qui vont être des emplois supprimés, c'est-à-dire qu'il y aura des automatismes à la place d'un certain nombre d'emplois. Mais quand on est dans une entreprise comme la nôtre, qu'est-ce qui nous fait vivre ? Qu'est-ce qui nous attache tous les jours ? C'est de trouver de nouvelles solutions pour les patients et pour des maladies qui sont des maladies qu'on a pour certaines traitées, pour certaines pas encore traitées. Donc, est-ce qu'il va y avoir des emplois nouveaux à créer dans la R&D ? Évidemment. Dans l'innovation ? Évidemment. Dans les solutions thérapeutiques à apporter ? Évidemment. Et est-ce que ces métiers vont être intéressants ? Évidemment aussi. Donc, je crois qu'il faut être quand même fondamentalement réaliste par rapport à ces éléments-là, même si l'industrie elle-même, effectivement, doit s'automatiser. Mais est-ce que ce moment Covid n'incite pas à une réflexion qui est de réévaluer un petit peu les rôles de chacun. C'est-à-dire, ça fait une quinzaine d'années qu'en Europe, on dit les emplois les plus importants sont ceux de la recherche, très diplômés. Et c'est vers ça, il faut tirer tout le monde. Alors, il y a 20 ans, c'était 80% d'une génération au baccalauréat, puis après l'université, les écoles. Et on s'est aperçu dans cette crise qu'on avait besoin d'emplois non pas moins qualifiés, mais qu'on dit moins, alors je ne vais pas refaire les emplois essentiels et non essentiels, comme on a dit, les commerces non essentiels et essentiels. Mais est-ce qu'il n'y a pas à réévaluer, quand on pense évidemment au personnel soignant, au personnel dans les EHPAD, qui effectivement ne sont pas des ingénieurs, ne sont pas des chercheurs, mais qui sont aussi utiles collectivement. Est-ce que dans votre entreprise, vous avez une considération, mais c'est vraiment, je mets entre guillemets, différente selon les types d'emplois. Est-ce qu'il y a une réflexion à avoir ? Il y a une réflexion absolue et il y a à forcément également revaloriser des emplois qu'on a inutilement et bêtement dévalorisés, qui sont les emplois industriels et qui sont des emplois intéressants et qui sont par exemple qui ont gardé des mots d'autrefois et qui de ce fait les dévalorisent. Chez nous on a des tricoteurs. Est-ce que quand on dit à un jeune qui a envie de devenir tricoteur, il conduit une ligne de 20 métiers automatiques totalement électroniques. Donc le tricoteur c'est un métier parfaitement intéressant et l'éducation nationale malheureusement a fermé la formation des tricoteurs. Donc nous formons nous-mêmes les tricoteurs et il faut 2 ans. Et c'est un métier passionnant. La seule chose c'est que y a tout un tas de choses à corriger là-dedans et l'oubli par l'éducation nationale de maintenir ces métiers-là, et deuxièmement, le changement de nom. Et donc vous avez, j'imagine, avec d'autres industriels, formé vos propres écoles. C'est la nouvelle loi formation professionnelle et apprentissage qui a changé cette donne-là. Et ces métiers-là sont des métiers qui sont intéressants, valorisants, etc. Et puis, il y a vraiment tous ces métiers de comprendre la santé d'aujourd'hui, et qui sont des métiers dans lesquels, je dirais, on n'est pas obligé d'avoir fait des études scientifiques de très haut niveau. Il faut, au contraire, essayer d'éduquer la capacité à être attentif à des situations. D'accord. Et donc, là, il y a des vrais métiers qui peuvent se profiler, mais qui supposeront qu'on se... Merci à vous. On va prendre, je crois, pour que personne ne nous tape sur les doigts, je crois que nous ne prendrons plus qu'une seule question. Oui, alors, nous parlons depuis le début de cet échange beaucoup de l'entreprise comme d'une entité pleine et entière. Nos participants souhaitent que nous changions un peu d'échelle et que nous puissions parler de l'entreprise et du monde économique aussi comme un lieu de sociabilité et d'action. Nous vous rappelons le thème de notre session, c'est « Engageons-nous ». Donc, qu'est-ce que vous proposez pour que l'entreprise et le monde économique soient un lieu où chaque individu, du dirigeant au salarié, puisse s'engager à titre individuel et puisse changer le monde ?
Vaste question. Donc nous avons encore quoi, 3 heures, c'est ça? Non, je ne crois pas. Alors on va commencer. Et ce sera un petit peu le mot de conclusion pour chacun. Peut-être Bertrand à Washington, donc qui est à la tête de son propre fonds d'investissement, sa propre entreprise. Comment faire pour que chacun s'engage davantage? Non, mais je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure. Le monde ne changera pas tout seul. C'est une phrase de Tolstoï dont j'ai usé et abusé ces derniers temps, qui est tirée de Guerre et paix. Beaucoup de gens veulent changer le monde, ou tout le monde veut changer le monde, personne ne veut se changer soi-même. Donc il faut qu'on ait nous-mêmes déjà à notre niveau cet appel extrêmement fort et qu'on comprenne que c'est à partir de nous que ça marche. Il n'y a pas eux et nous, il y a nous. Point. Ça, c'est très important. Et on voit bien que l'entreprise est capable de faire un certain nombre de choses sous la pression de ce que j'appelle le marché au sens large, marché extérieur, les consommateurs. Si les consommateurs disent « je ne veux plus acheter ce type de produit », l'entreprise évoluera. Les investisseurs, on l'a vu tout à l'heure, « je ne veux plus investir chez vous », l'entreprise évoluera. Mais aussi les collaborateurs. Quand 30 000 Français ont signé, jeunes Français ont signé il y a 2 ans une pétition pour dire qu'ils n'iraient pas travailler dans telle ou telle entreprise, ça oblige l'entreprise à se transformer. Donc je crois qu'on comprend bien que cette marche vers le développement durable, inclusif, etc. ne se fera pas sans l'entreprise, sans le système économique, et que c'est maintenant qu'il faut le secouer. Et je crois, si je peux finir juste, on a eu 3 évangiles extraordinaires les 3 derniers dimanches, les Vierges folles, la parabole des talents et le Christ roi. J'ai eu soif, il m'a donné à boire, j'ai eu faim, il m'a donné à manger. Si ça, ce n'est pas un appel à l'action, je ne sais pas ce qu'est un appel à l'action. Et donc, il faut vraiment, comme je dis, on a toutes les pièces du puzzle, c'est à nous de bouger, et c'est à nous, par notre exemple, de nous engager là où nous sommes et de mobiliser autour de nous. Merci Bertrand. Sven en Allemagne, Sven Giegold. Merci. D'abord, à mon avis, il y a 2 niveaux de réponse. D'abord, pour que la participation dans les entreprises a aussi un sens moral, il faut des produits qui ont des sens moral. Et pour cela, il faut changer les prix relatifs pour supprimer tous les produits qui sont dommageables socialement ou écologiquement, et aussi changer des règles, quels produits sont utiles pour notre avenir et qui sont dommageables. Donc, c'est-à-dire pour rendre plus d'essence dans notre économie réelle, il faut agir en tant que citoyen. C'est-à-dire, mais au 2e niveau, aussi dans les entreprises, on peut donner plus de participation. On le voit dans tous les projets de l'économie sociale et solidaire, mais aussi dans la démocratie économique. Chez nous, en Allemagne, on a la collaboration entre les syndicats et les propriétaires. Et à mon avis, c'est un modèle... C'est ce qu'on appelle l'économie sociale de marché. Merci beaucoup. Elisabeth, moi, j'ai envie de dire un mot sur les territoires, parce que nous sommes à Saint-Étienne, dans un endroit qui est un désert, qui est devenu un désert économique au travers d'épreuves successives, et dans lesquelles, je dirais, on a une vraie responsabilité. C'est est-ce qu'on veut encore que ce territoire soit innervé et irrigué dans les années qui vont venir ou pas? Et là, la responsabilité de l'entreprise, elle est considérable. Et les collaborateurs, on a une conscience absolue. Peut-être qu'à 5 et 10 ans, c'était moins le cas. C'est-à-dire, on regardait de l'autre côté de l'Atlantique ou en Asie et moins à 50 km de chez soi. Et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est intéressant. Est-ce que vous avez l'impression que dans les milieux économiques, dans les rangs patronaux, c'est une idée qui avance, où vous êtes quelques-uns à penser ça? Je sais que dans les entreprises de taille intermédiaire, c'est une idée effectivement qui revient en force. Mais chez les plus grands, est-ce que c'est une idée qui progresse ou pas tant que ça?
Nous sommes presque entre nous. Dites-nous ce que vous pensez au fond. Moi, je pense qu'effectivement, c'est peut-être plus présent dans les ETI parce que nous sommes les héritiers d'une histoire industrielle qui était avant nous et donc nous sommes encore implantés dans nos territoires. Il faut tout faire pour rester là-dedans et il faut tout faire pour inviter effectivement les grands groupes à venir s'y intéresser aussi. Je trouve que cet habitat qui va migrer vers les territoires est très intéressant parce que ce qui se passe en ce moment va aller dans ce sens-là. Avec le télétravail. Avec le télétravail. Ça va changer la cartographie à la fois du logement et de l'économie. Donc il y aura une réémergence. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup à Washington, Bertrand Badré. C'était passionnant. Merci Sven Giegold. En Allemagne, je ne sais pas où en Allemagne. Où êtes-vous en Allemagne là? Près de Brême. Près de Cologne. Merci à Elisabeth Ducotet. L'église de Hanovre. Ah, très bien. Merci.